Bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne Chez Entre nous. Merci, je suis ravi d'être là pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à une anomalie géopolitique majeure, un truc qui défie presque toute la logique militaire traditionnelle. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que bon, les États-Unis viennent de subir leurs pires pertes aériennes sur une période aussi courte depuis la guerre du Vietnam. On parle de un demi-milliard de dollars d'équipements militaires de pointe qui sont partis en fumée en un seul week-end. C'est des chiffres vertigineux, ouais. Et pourtant, la réponse de Washington, ça n'a pas été l'escalade massive à laquelle on s'attendait. Ça a été un simple message sur les réseaux sociaux annonçant un cessez-le-feu de 15 jours avec l'Iran, après 5 semaines et demie d'une guerre dévastatrice. C'est exactement ce contraste qui est le point de départ de toute notre analyse aujourd'hui. D'un côté, on a une déclaration politique qui proclame la victoire, et de l'autre, une réalité opérationnelle qui est extrêmement sombre. Ouais, c'est le grand écart total. Absolument. Et l'objectif de notre décryptage aujourd'hui, ce n'est pas de faire une simple chronologie de ces 5 semaines et demie de guerre navale et aérienne, il s'agit vraiment de comprendre les mécanismes profonds qui ont forcé ce coup d'arrêt soudain. D'aller fouiller dans les sources directes impliquées dans les négociations, quoi. Exactement. On va examiner comment le plan de paix en 10 points de l'Iran s'oppose à la proposition américaine. Et surtout, on va analyser la mécanique de ce qui se prépare en coulisses. Comme la prise de contrôle du détroit d'Ormuz, j'imagine. Oui, la prise de contrôle financier d'Ormuz, le remplacement stratégique des États-Unis par la Chine, et bien sûr les ondes de choc qui déstabilisent actuellement Israël et le Liban. D'accord. Décortiquons tout cela en commençant par le commencement, l'urgence de ce cessez-le-feu. La communication officielle s'est faite de manière très abrupte. Totalement inattendu, oui. Donald Trump publie sur les réseaux sociaux qu'il accepte une suspension des bombardements pour 2 semaines. Il affirme que les États-Unis ont atteint et même dépassé tous leurs objectifs militaires. Une rhétorique très forte, très triomphale. Mais quand on se penche sur les rapports militaires sur le terrain que nous avons compilés, le narratif s'effondre un peu, non? Il s'effondre complètement. En fait, il faut regarder la composition exacte des pertes pour comprendre la panique qu'il y a eu au sein du Pentagone. Parce que les sources militaires parlent de 480 à 500 millions de dollars de pertes en 48 heures. C'est ça. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Enfin, c'est la nature des appareils abattus qui raconte la vraie histoire. Écoutez bien la liste. Un chasseur F-5, un avion d'attaque au sol A-10, un avion de transport lourd C-130, 4 hélicoptères d'opération spéciale AH-6 Little Bird et 2 drones Predator. Un C-130 et des Little Birds. Mais n'importe quel analyste vous dira que ce groupement d'appareils, ça ne correspond pas du tout à une simple mission de bombardement de routine. Exactement. Un A-10, ça fait du soutien aérien rapproché. Ouais, et les Little Birds servent souvent à l'insertion ou à l'extraction de forces spéciales en milieu hostile. Voilà, vous avez tout compris. Les indices pointent massivement vers une opération de récupération complexe. Probablement une tentative de sauvetage ou d'exfiltration qui a tourné au désastre absolu. Ah ouais, carrément. Ils se sont heurtés à un mur, en fait. Un mur anti-aérien iranien beaucoup plus robuste et mortel que ce qui était prévu dans leur simulation. Et ces pertes, ça a créé un choc systémique immédiat. J'imagine que l'état-major a dû revoir sa copie en urgence. En coulisses, oui, l'état-major américain réalisait que la suprématie aérienne absolue n'était plus garantie du tout. Les documents de planification commençaient sérieusement à anticiper un enlisement du conflit jusqu'en 2028. 2028. Mais c'est dans 4 ans. On était censé être sur une guerre chirurgicale de quelques jours, non? C'était la promesse initiale. Mais là, c'était devenu le début d'un bourbier asymétrique sur plusieurs années. Et le truc, c'est que cette pression militaire a percuté de plein fouet un mur de pression politique interne aux États-Unis. La base électorale de l'administration américaine s'est littéralement enflammée. Ouais, on a vu des personnalités médiatiques extrêmement influentes commencer à critiquer farouchement cette intervention. Des voix comme Tucker Carlson, Joe Rogan ou Candace Owens. Des critiques très dures, oui. La situation était telle que J.D. Vance a dû s'impliquer directement en coulisses pour tenter de circonscrire l'incendie politique. Et je tiens à préciser ici, pour ceux qui nous écoutent, que notre but n'est pas de valider ou d'invalider ces voix politiques. Tout à fait. Ni de prendre parti d'un côté ou de l'autre, mais simplement de rapporter de manière impartiale ce que nos sources indiquent sur la pression interne écrasante qui s'exerçait sur l'administration à ce moment précis. Cette précision est essentielle. Et il faut ajouter que cette pression idéologique était amplifiée par une réalité économique brute. Le prix de l'essence aux États-Unis frôlait les 3,92 $ le gallon. Oula, presque 4 $ le gallon, c'est un seuil psychologique majeur aux États-Unis. C'est la ligne rouge absolue. Quand le prix à la pompe augmente de manière exponentielle à cause d'un conflit lointain, le soutien populaire s'évapore en quelques jours, voire en quelques heures. C'est clair. Et les marchés financiers, en tout cas, ils ont réagi de manière quasi épidermique.
À la seconde où le cessez-le-feu a été publié, c'est comme si une soupape de sécurité avait lâché d'un coup. Les chiffres sont éloquents. Le S&P 500 a bondi vers les 6800 points. Le Bitcoin a explosé la barre des 72 000 $, c'est dingue. Et l'or s'est envolé à 4 900 $ l'once. Pendant ce temps, le pétrole a chuté brutalement sous les 100 $ le baril. C'est fou. C'est un peu comme un joueur de poker qui fait tapis en bluffant avec une main extrêmement faible et qui décide de se coucher de justesse avant que les cartes ne soient dévoilées. C'est une excellente analogie. La tension retombe. Mais voilà où le bât blesse. Le message américain conditionnait explicitement ce cessez-le-feu à l'ouverture totale et immédiate du détroit d'Ormuz. Or, quand on lit la réponse de l'Iran, on réalise que cette condition n'a absolument pas été acceptée. Ce qui est fascinant ici, c'est le décalage entre la déclaration de victoire pour le public américain et la réalité des négociations en coulisses. L'administration américaine avait produit un document en 15 points, censé dicter les termes de la désescalade. Et l'Iran a dit non, c'est ça, hein? Un rejet catégorique. Et ils ne se sont pas contentés de dire non. Ils ont présenté, par l'intermédiaire du Pakistan, leur propre plan de paix. Un plan qui ne comporte que 10 points, si j'ai bien lu nos sources. Exactement. Et le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a déclaré publiquement que les États-Unis avaient accepté le cadre général de cette contre-proposition. Et alors, quand on analyse ce fameux plan en 10 points iranien, franchement, c'est un document qui donne le vertige. Les exigences sont maximalistes, c'est vrai. L'Iran exige des garanties formelles de non-agression future, mais le pire, c'est qu'ils imposent l'acceptation de leur programme d'enrichissement d'uranium. C'est un retournement complet par rapport à la doctrine américaine des dernières décennies. Mais oui, on se souvient tous de l'accord initial, le fameux JCPOA signé sous l'ère Obama. Il imposait des limites très strictes, des inspections constantes. Là, le nouveau plan iranien balaye toutes ces limites. Et ça va plus loin. On parle du retrait des forces de combat américaines et des bases de la région, ainsi que la fin de la guerre sur absolument tous les fronts. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en lisant cela, j'ai beaucoup de mal à y voir un simple cessez-le-feu bilatéral. Ça ressemble presque à une liste de reddition qu'on dicterait à une armée vaincue. Comment l'Iran peut-il imposer de telles conditions ? La clé de cette audace diplomatique, elle réside dans l'incroyable résilience de l'architecture étatique iranienne. C'est-à-dire ? Eh bien, nous avons affaire à un pays qui vit sous un régime de sanctions économiques sévères, à la fois primaires et secondaires, depuis l'administration de George H.W. Bush. Ça fait 45 ans. 45 ans de sanctions, ça forge une certaine habitude. Exactement. Ils ont développé des réseaux de contournement ultra complexes, une économie de l'ombre, et leur société est malheureusement habituée aux pénuries. Leur seuil de tolérance à la douleur économique est infiniment supérieur à celui des démocraties occidentales. D'accord, ils encaissent mieux. Mais militairement, ils se faisaient quand même bombarder depuis 5 semaines. Certes, mais la réalité physique de leur arsenal n'a pas bougé. 5 semaines de bombardement n'ont absolument pas détruit leur force de dissuasion asymétrique. Ah oui, les rapports de renseignement soulignent ça. Leur infrastructure balistique est profondément enfouie, littéralement creusée sous des montagnes. C'est bien ça, hein ? C'est le cœur du problème militaire américain. L'Iran possède un arsenal estimé à près de 20 000 missiles. Et nos sources indiquent qu'ils vont utiliser ces 15 jours de prétendue trêve, non pas pour s'avouer vaincus. Mais pour se réorganiser, j'imagine ? Tout à fait. Pour faire l'inventaire de leurs silos intacts, déblayer les accès qui auraient pu être endommagés par les frappes et restaurer leurs lignes de communication. Et ils pourraient même révéler au grand jour qu'ils ont ces 20 000 missiles prêts à partir. C'est très probable. Ils savent pertinemment que les États-Unis n'ont ni la volonté politique, ni les munitions nécessaires pour détruire 20 000 cibles souterraines réparties sur un territoire vaste comme 3 fois la France. C'est gigantesque. Ce qui nous amène au point névralgique de ce plan en 10 points. Le fameux détroit d'Ormuz. Le point de friction majeur, oui. Washington exigeait la levée immédiate et sûre du blocus pour sauver les marchés mondiaux de l'énergie. Et la réponse de l'Iran a été de dire oui, on est d'accord pour ouvrir le détroit, mais à nos conditions. Et ces conditions changent tout. Ils ont dit qu'ils allaient maintenir leur contrôle formel et que le passage des navires se ferait sous la stricte coordination des gardiens de la Révolution. Et en lisant entre les lignes des rapports, on comprend qu'ils ne veulent pas seulement contrôler le passage militairement. Non, le but est purement financier. Ils essaient de le monétiser. Nos sources estiment qu'ils prévoient d'instaurer une taxe de passage. Un péage de 2 millions de dollars par navire commercial. 2 millions. La mécanique de ce péage est redoutable. Si l'on calcule le trafic habituel dans le détroit, cette taxe pourrait générer environ 96 milliards de dollars par an.
96 milliards, c'est colossal. L'Iran a habilement budgétisé cette somme pour la reconstruction de ses propres infrastructures. En fait, ça leur permet d'éviter d'exiger des réparations de guerre directes des États-Unis. Ce qui aurait été une pilule impossible à avaler pour Washington, de toute façon. Exactement. C'est une façon détournée de faire payer l'Occident. C'est comme transformer une autoroute internationale gratuite en un péage privé géré par une seule milice. On transforme l'artère énergétique du monde en un guichet exclusif. Et pour asseoir cette stratégie, l'Iran a fait un coup de maître diplomatique. Le partage des revenus avec Oman ? Voilà. Ils ont proposé de diviser ces revenus avec Oman, le pays situé sur l'autre rive du détroit. Ça incite fortement ce voisin à soutenir la démarche, ou du moins à s'assurer de sa complicité silencieuse. Mais attendez, imposer un péage maritime, c'est la fin implicite de la fameuse liberté de navigation garantie par les Américains, non ? Cette comparaison avec une autoroute privatisée l'illustre parfaitement. C'est la fin d'un principe garanti depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par la marine américaine. Mais concrètement, comment l'Iran peut forcer un supertanker occidental à payer ce péage ? En fait, dans la pratique, ce ne sont pas les croiseurs américains qui vont décider si ce péage fonctionne. Ce sont les actuaires et les assureurs. Les assurances, comment elles interviennent là-dedans ? C'est toute la subtilité de la guerre économique moderne. Le marché de l'assurance maritime est hyper centralisé, principalement autour d'institutions comme la Lloyd's de Londres. D'accord. Si l'Iran déclare publiquement qu'un navire sans reçu de péage est une cible militaire légitime, le risque de destruction devient beaucoup trop élevé. Donc les assurances refusent de couvrir le navire cible ? Exactement. Les assureurs annuleront purement et simplement la couverture de tout armateur, refusant de payer les 2 millions de dollars. Et un navire sans assurance, ça ne navigue pas. C'est illégal. Sans assurance, un pétrolier d'une valeur de 100 millions de dollars, transportant une cargaison de la même valeur, n'a pas le droit d'entrer dans la plupart des ports mondiaux. Ah oui, donc payer ce péage iranien, ça devient juste une simple ligne comptable pour l'armateur. Exactement. Un coût opérationnel préférable au risque d'anéantissement total de la cargaison. Aucun navire n'osera traverser sans s'acquitter du péage. C'est fou. L'Iran devient incontournable et immensément riche sans tirer un seul coup de feu supplémentaire. C'est une prise d'otage économique institutionnalisée. Et le plus intéressant, c'est que cette reddition de l'Occident ne s'est pas faite en vase clos. Ah oui, il y a eu des acteurs de l'ombre, des puissances tierces qui ont forcé la main des belligérants pour protéger leurs propres intérêts. Commençons par l'acteur qui a physiquement mis en place cet accord et transporté le plan de paix, le Pakistan. Pourquoi le Pakistan s'est retrouvé à jouer le médiateur désespéré ? Ce n'était pas motivé par un grand idéal de paix mondiale, je vous rassure. C'était un instinct de survie primaire. L'économie du Pakistan dépendait à 27% du pétrole transitant par le détroit d'Ormuz. 27%, c'est énorme pour un pays de cette taille. Quand ce flux s'arrête, ce n'est pas juste une inflation à la pompe comme aux États-Unis. C'est l'effondrement pur et simple de l'État. D'ailleurs, les sources précisent que le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a facilité l'accord parce que sans cette énergie, leur industrie textile s'arrêtait net. Et c'est le cœur de leurs exportations. On parle de coupures de courant massives, de risques d'émeutes urbaines dans un pays de plus de 230 millions d'habitants qui, rappelons-le, possède l'arme nucléaire. Le désespoir était tel qu'ils étaient prêts à offrir leur propre pétrolier à Trump pour qu'il arrête la guerre. C'est incroyable. Et c'est pour ça que les prochaines négociations doivent se tenir à Islamabad. Absolument. Le Pakistan veut s'assurer d'avoir un siège au premier rang pour surveiller la reprise des livraisons de pétrole. Mais le Pakistan n'a pas agi seul. Le véritable architecte de l'ombre, celui qui a pesé de tout son poids à la dernière minute, c'est la Chine. L'intervention décisive de Pékin a tout fait basculer. Les rapports indiquent que la Chine a officiellement demandé à l'Iran de faire preuve de, je cite, flexibilité face à l'incertitude économique. Ce qui, en langage diplomatique et vu les investissements chinois massifs en Iran, ressemble à une consigne très ferme. Donc, pendant que les États-Unis et l'Iran s'affrontent, ce serait la Chine qui raflerait la mise dans le Golfe. Complètement. Le vide stratégique laissé par le recul des États-Unis est une aubaine historique pour la Chine. La mécanique de remplacement est déjà enclenchée. Qu'est-ce qu'il propose concrètement à l'Iran ? La Chine va reconstruire les infrastructures iraniennes détruites par les bombes américaines. En échange, il s'assure un accès sécurisé et prioritaire au pétrole. Et sur le plan militaire ? Pékin prévoit de fournir à l'Iran des équipements de pointe, notamment des avions de chasse de 5e génération et des systèmes de défense anti-aérienne. Mais ce glissement du pouvoir, il ne concerne pas que l'Iran. Il touche aussi les alliés historiques de l'Amérique dans le Golfe. C'est là que l'onde de choc régional prend toute son ampleur. Prenez des pays comme le Qatar, Bahreïn ou les Émirats arabes unis. Des pays qui hébergent de gigantesques bases militaires américaines. Voilà. Leur architecture de défense repose presque entièrement sur les systèmes antimissiles américains Patriot.
Mais si les États-Unis se retirent, ou montrent qu'ils ne peuvent plus assurer la sécurité de la région, Ces pays vont se retrouver complètement nus, ils vont devoir chercher des alternatives. exactement. Et la Chine, ainsi que la Corée du Sud d'ailleurs, se tiennent prêtes avec des systèmes de défense jugés parfois plus efficaces que les patriotes américains. Et intégrer des systèmes chinois dans les pays du Golfe, ça signifierait la fin de l'interopérabilité avec les forces américaines. Un retour en arrière serait presque impossible. La Chine s'installe comme le nouveau garant sécuritaire du Moyen-Orient. D'accord, mais cette trêve bilatérale a été décidée au-dessus de la tête des autres acteurs régionaux. Je pense notamment à Israël. C'est l'autre grand point de tension. Les sources de sécurité israéliennes ont déclaré avoir été totalement prises de court par la décision de Trump. Ouais, ils n'auraient reçu des mises à jour qu'à la toute dernière minute. Israël n'est pas techniquement partie prenante de ce cessez-le-feu initial entre Washington et Téhéran. Et la preuve, c'est que l'aviation israélienne a continué de pilonner des cibles dans la vallée de la Beka, au Liban, juste après l'annonce de la trêve. Le conflit au nord d'Israël avec le Hezbollah a complètement muté ces derniers mois. L'élimination de la vieille garde du Hezbollah par les services israéliens, vous vous souvenez de l'attaque spectaculaire des beepers? Ah oui, l'attaque de beepers piégés. Ça a décapité leur commandement historique. Oui, mais ça a laissé la place à une nouvelle génération. Des commandants dans la vingtaine ou la trentaine qui n'ont pas du tout la même approche tactique. Nos sources mentionnent qu'ils s'inspirent beaucoup du conflit en Ukraine. Exactement. Ils utilisent massivement des drones FPV, des drones avec vue à la première personne, qui coûtent une misère, mais qui sont extrêmement mortels et précis. Ça rend le groupe potentiellement plus fort et plus imprévisible qu'avant, en fait. C'est le paradoxe de cette guerre. Et le chaos ne se limitait pas au Liban. Au moment de l'annonce du cessez-le-feu, la confusion régnait aussi du côté iranien. Oui, il faut absolument mentionner ça. Des missiles iraniens, y compris des armes à sous-munitions conçues pour ravager de larges zones, ont continué de frapper Israël et les Émirats arabes unis, même après l'annonce du cessez-le-feu sur les réseaux sociaux. Ça s'explique très bien par ce qu'on appelle la structure de commandement en mosaïque de l'Iran. Qu'est-ce que c'est que ce commandement en mosaïque Ce n'est pas un système hyper centralisé où un général appuie sur un gros bouton rouge pour tout arrêter. Les forces sont divisées en 31 commandements indépendants. D'accord. Et en temps de guerre, ces commandements suivent un calendrier de tir préétabli. Ils tirent en aveugle selon leur programme. Et comment on arrête la machine alors? Un simple coup de fil ne suffit pas? Surtout pas dans un environnement où les communications électroniques sont brouillées. Pour que les lancements s'arrêtent, il faut que des coursiers à moto, naviguant à travers des zones montagneuses, apportent physiquement l'ordre scellé de cesser le feu à chaque pas de tir. Des coursiers à moto pour arrêter une guerre balistique du 21e siècle? C'est faux. Il y a un décalage opérationnel énorme entre la volonté politique annoncée sur Internet et la réalité physique du terrain. Pendant que les motos roulaient, les grands perdants de l'histoire, ce sont les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar. Ils ont perdu des milliers de milliards dans l'histoire, oui. Ils se sentent complètement abandonnés par les États-Unis. Leur fameux méga-projet de développement économique risque d'être mis en pause pendant des années. Personne ne veut investir dans une région où une milice peut dicter les règles du commerce mondial du jour au lendemain. Ce qui m'amène à une vraie objection. Le plan iranien en 10 points stipule la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris le Liban. Mais si Israël continue de frapper le Liban et que les États-Unis relocalisent leur base en Israël pour se protéger, l'Iran ne va-t-il pas simplement reprendre les tirs en accusant les États-Unis de violer la trêve? C'est l'hypothèse la plus dangereuse, et elle est tout à fait valide. L'insistance d'Israël à poursuivre la guerre pour sécuriser sa frontière nord pourrait fournir à l'Iran le prétexte parfait. Pour faire voler ce cessez-le-feu en éclats. En moins d'un mois, oui. L'Iran dirait que les conditions ne sont pas respectées et la machine balistique repartirait de plus belle. L'équilibre actuel est d'une fragilité extrême. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Franchement, quand on prend un peu de recul, ce n'est pas une simple trêve de 2 semaines qu'on est en train d'observer. Non, c'est une restructuration géopolitique majeure. L'Iran émerge de ces 5 semaines de guerre avec un contrôle financier direct sur le détroit d'Ormuz et un arsenal préservé. La Chine s'installe tranquillement comme le nouveau courtier en pouvoir de la région. Et les alliés historiques des États-Unis sont laissés dans une incertitude sécuritaire et économique totale. Et pourquoi ceux qui nous écoutent devraient s'en soucier? Tout simplement parce que les prix mondiaux de l'énergie, l'inflation qui touche nos cournées et l'équilibre géopolitique mondial dépendent désormais d'un péage maritime géré par les gardiens de la Révolution et de négociations ultra fragiles à Islamabad. Ça affecte directement nos vies quotidiennes. C'est le monde réel qui frappe à la porte. Et j'aimerais clôturer notre analyse avec une réflexion un peu provocatrice. Allez-y. Nous venons d'assister à l'annonce d'une trêve internationale majeure
par de simples posts sur les réseaux sociaux. Si la liberté de navigation, un principe vieux de plusieurs siècles, peut être monétisé du jour au lendemain par une puissance régionale, on est en droit de se demander, sommes-nous entrés dans une ère où la diplomatie des superpuissances a été définitivement remplacée par la loi du plus offrant? C'est une question vertigineuse qui donne vraiment matière à réflexion. On va laisser notre audience méditer là-dessus. Un grand merci pour votre éclairage toujours aussi précis aujourd'hui. Merci à vous, c'était un plaisir de décortiquer tout ça. Merci à tous de nous avoir suivis, restez curieux, gardez un esprit critique sur l'actualité et à très bientôt pour une nouvelle exploration de ces lignes de front. Prenez soin de vous.